Bonjour à tous, heureux de retrouver nos fidèles auditeurs et bienvenue aux nouveaux auditeurs pour ce podcast, le Club Paname, édition 8. Sommaire chargé, aujourd'hui nous allons parler du Classico d'hier. L'OM et le PSG se sont quittés sur une note commune, un 2-2. Nous allons parler de ça, nous allons parler d'Emery, nous allons parler du jeu collectif et nous passerons ensuite à l'analyse du match de la Ligue des Champions qui s'est déroulé plus tôt dans la semaine contre Anderlecht où le PSG s'est imposé en Belgique 4-0. Nous ferons pareil, une analyse globale du match. Est-ce que ce match était-il un trompe-l'œil au vu du résultat d'hier et du jeu? Nous en parlerons et nous finirons bien sûr avec notre rubrique européenne où nous passerons en revue très rapidement les résultats de ce week-end. Commençons sans plus attendre par l'analyse du match OM-PSG, mais je tiens d'abord à saluer nos intervenants d'aujourd'hui. Basto, bonjour. Bonsoir à tous. Seb, Rayas, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bonsoir tout le monde. Et je prends toujours un peu de recul pour saluer le sage qui est avec nous aujourd'hui, Olivier M. Olivier M, bonjour. Bonjour, un peu moins sage depuis hier soir. Nous allons en parler. Alors on va tout de suite commencer par l'analyse du match. J'ai envie de faire un petit tour de table en vous demandant ce que vous avez chacun de vous aimé. Bon, ça va être peut-être un peu plus rapide que ce que vous n'avez pas aimé. Et je te laisse la parole tout de suite, Basto. Basto, qu'as-tu aimé du match hier entre l'OM et le Paris Saint-Germain 2-2? Alors, j'ai bien aimé déjà, on va parler de Marseille pour commencer, le vice-marseillais qui ont joué avec, à la limite des règles en ne tondant pas leur pelouse, en ne l'arrosant pas. D'ailleurs, ils risquent une sanction financière parce que la pelouse n'était pas assez arrosée. Et puis tout leur côté vicieux pendant le match en mettant des petits coups sur Neymar. L'arbitre n'a pas assez protégé Neymar, mais les Marseillais ont réussi leur coup. Neymar craque d'ailleurs avec son petit coup de tête sur Ocampos après des énièmes coups. Et c'est l'esprit du match, c'était l'esprit d'une rivalité pour Marseille. On sentait que ça leur tenait à cœur et ils ont fait le match qu'ils devaient faire dans ce sens-là. Côté parisien, qu'est-ce que j'ai aimé? Pas grand-chose. La réaction. Après Dijon, on marque dans les arrêts de jeu, on revient encore à 10 sur la dernière occasion. Et ce qui en découle derrière, c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est la joie de Cavani, où on voit faire son triple Vamos. Je pense qu'il avait un peu la réaction de tous ceux qui ont vu le match hier devant leur écran, donc ça faisait plaisir à voir. Sébastien, toi, ton analyse, qu'est-ce que tu as aimé hier soir? Alors, je m'appelle Rayas, mais oui, ce que j'ai aimé, c'est Basto l'a déjà nommé, c'est le non-renoncement. C'est la deuxième fois qu'on marque dans les arrêts de jeu. C'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. On pourrait presque appeler ça de la grinta. Alors, pas forcément de la grinta sur ce qu'on voit sur le terrain et sur le contenu du match, mais cette espèce de grinta que non, on va pas lâcher l'affaire. Ensuite, parler de ce que j'ai aimé, oui, pareil, ça serait l'implication marseillaise, la qualité de leur match, en dépit de manquements qu'ils ont, mais la qualité de leur match, de leur repli défensif notamment, et la niaque qu'ils avaient comparé à nous en fait. Ok. Olivier, que t'indique ta sagesse sur le match d'hier? Je crois qu'effectivement, comme l'ont dit mes collègues, il y avait une équipe qui était prête à jouer le Classico et c'était Marseille. Et on peut les saluer pour ça. Et pour nous, dans un désert à plein d'égards, j'ai aimé effectivement deux joueurs qui ont été décisifs. On dit que le foot, ça se joue dans les deux surfaces. Il y a cet arrêt formidable de gardien de handball d'Areola qui nous évite de passer à 3-1. Et tout de suite après, on reste dans le match et Cavani, qui est le seul qui a vraiment joué ce Classico, c'est Cavani qui arrive à nous délivrer par un but rageur à sa façon et cette joie tout à fait extatique d'un buteur à la hauteur de cet événement est quelque chose qui m'a un peu lavé de toute la déception que j'avais ressentie. Et alors maintenant, on va passer à ce que vous n'avez pas aimé. Et là, je sens que ça va être un peu plus constructif. Ça sera plus
Bon, Basto, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tout simplement le jeu collectif ou le non-jeu collectif durant tout ce match et peut-être même durant toute la semaine, on y reviendra, avec des défaillances structurelles qui sont de plus en plus criantes. Hier, les transitions défensives et offensives étaient médiocres. Pourquoi? Parce qu'on avait une équipe qui était complètement coupée en deux, avec les trois de devant qui ne se replient pas, ni même sur l'aile, ni même ne redescendent plus du tout. Ils le faisaient pourtant avant ce match à Lyon. Je trouve qu'il y a une différence qui remonte à ce match-là. Et donc du coup, il y a un problème, c'est à la perte de balle, il y a un no man's land au milieu, et on se retrouve tout de suite en difficulté avec des milieux, le trio du milieu qui ne peut plus couvrir sur toute la largeur, et qui se retrouve à devoir faire des essuie-glaces constamment. Et avec ballon, c'est le même souci, c'est que les attaquants ne sont pas accompagnés derrière par les autres joueurs qui ne sortent pas de leur zone de confort. Et donc du coup on a souvent eu des attaques vraiment à 3 contre 6 où il y avait le trio qui se marchait en plus sur les pieds, où ils jouaient tous la position moyenne, ils étaient tous à peu près au même endroit, dans la même zone. Et c'est compliqué de se créer des occasions de cette façon. Et les rares fois où il y a eu justement un surnombre amené par ce soit un latéral ou par Rabiot, comme sur le but de l'égalisation où il se projette, les rares fois où on l'a fait, il y a tout de suite eu une occasion franche. Mais on l'a pas assez fait. Olivier, qu'est-ce qui t'a déplu dans le match d'hier? Moi, je ne reviens pas sur les problèmes tactiques, de stratégie que Basto a très bien décrit. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est l'état d'esprit. Et illustré par une interview d'après-match tout à fait hallucinante de médiocrité de Mbappé, qui a été totalement transparent dans ce match et qui ose dire que il n'a pas compris que c'était un classico et qu'il n'était pas venu jouer véritablement un classico. Enfin bon, ils sont préparés comment, ces garçons? Ils ont quel état d'esprit quand ils rentrent dans un match comme ça? Pour nous qui sommes des enfants du PSG, le classico, même s'il a perdu l'intensité, le truc un peu artificiel que Tapi et Canal+ avaient créé, c'est un match qui compte dans notre année. Et là, ils nous l'ont gâché, ils nous l'ont foutu en l'air. Ils n'ont pas été capables de faire le minimum. Le talent, c'est une chose, mais ne pas s'engager, ne pas se battre, se faire tomber dans le panneau comme est tombé Neymar, quoi, de tomber dans le panneau d'Ocampo, c'est d'une tristesse incroyable. Donc plus que tout, c'est ça, c'est cette défaillance d'investissement personnel. Ils n'ont pas respecté le maillot, et ils n'ont pas respecté les supporters hier soir, et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Sébastien, Drayas, as-tu quelque chose à ajouter? C'est pas évident de passer en troisième là, parce que beaucoup de choses ont été nommées. Ce que j'ai pas aimé, ce que je pourrais rajouter dans ce que j'ai pas aimé, c'est la confirmation en fait. La confirmation d'une période bien sombre dans le jeu. J'aime pas non plus le fait qu'on se retrouve ce que je craignais en début de saison, et c'est quelque chose qui se voit de manière très nette quand on voit la position moyenne des joueurs, d'avoir les 3 joueurs de devant qui sont déjà, Basto l'a énoncé, complètement coupés du reste de l'équipe, mais au-delà de ça, les 3 sont légèrement sur la gauche, c'est-à-dire il y en a aucun qui a une position moyenne sur le côté droit. Et c'est la problématique d'avoir fait un recrutement avec des joueurs qui sont essentiellement axés côté gauche, quoi. Que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, que ce soit Cavani, ils préfèrent tous le côté gauche au côté droit. Et on a un vrai déséquilibre sur ce côté. On peut notamment nommer un nombre d'appels de Meunier qui n'a pas été servi, le côté droit qui s'est retrouvé à être quasiment inexistant offensivement. Donc au-delà de cette coupure, parce que cette problématique est bien moins grave que... La problématique que je nomme est bien moins grave que la coupure qui est assez hallucinante quand on voit l'image. Ça reste un problème à régler, et clairement les joueurs font un peu trop ce qu'ils veulent sur le terrain, ils sont pas cadrés, il y a vraiment un souci, quoi. Il y a vraiment un souci, et ce match a été vraiment le match pour moi de la confirmation du problème de l'organisation du jeu du Paris Saint-Germain. Bon, vous êtes apparemment tous d'accord sur ce qu'on a vu hier soir. On va passer au cas individuel, si vous le voulez bien, messieurs. Chacun va me donner 2 tops et 2 flops, des joueurs qui l'ont aimé et qui n'ont pas aimé. On va commencer par toi, Drayas, comme tu as fini. Comme tu as fini, maintenant à toi de nous lancer les 2 joueurs que tu as aimé le plus et les 2 joueurs que tu as le moins aimé. Je m'étais préparé sur 3, mais bon, on va faire 2 du coup. Le joueur que j'ai le plus aimé sur le match d'hier, c'est Luis Gustavo.
Donc je vais d'abord parler de lui, mais au-delà de ça, j'ai envie de parler du repli défensif de l'OM. Tout n'a pas été formidable dans cette équipe, loin de là. Mais comme le disait justement très bien Olivier, eux sont rentrés avec un état d'esprit de jouer un classico. Et Luis Gustavo, pour moi, a été le patron de cette attitude, a été celui qui a montré l'exemple, sans même parler de son but. Donc ça a été hier, malheureusement, mon joueur préféré. L'autre joueur, j'ai l'impression que ça va être très dur, que tout le monde n'est pas le même. Ça va être Cavani, quoi. Cavani, voilà. Et alors que j'ai pas aimé Kurzawa, la raison pour laquelle j'ai envie de le citer, c'est que pendant les 20 premières minutes, il m'a donné l'illusion d'être bien placé, de porter des offensifs. C'est les premières fois où je me retrouvais depuis le début de la saison à émettre à dire des choses positives sur ce joueur. Mais il m'a trompé parce qu'à partir de la 20e minute, il a complètement arrêté d'exister, il a complètement délaissé son aile, il n'apportait plus rien devant. Et ensuite de ça, ce que j'ai pas assez aimé, c'est Emery. On se retrouve à taper sur les joueurs. Ok, on peut taper sur les joueurs, mais il y a un moment où il y a un problème d'organisation, et ça, ce n'est pas la responsabilité des joueurs, et donc Emery. Très bien, merci à toi, Dryas. Olivier, tes deux flops du match. Moi, j'ai pas vraiment d'autres tops que Cavani. Pas tellement pour son match, parce qu'il a eu, en dehors de cette action d'éclat, enfin ce magnifique coup franc de fin de match, il a été pas meilleur que les autres. Il pâtit beaucoup du fait que il n'est qu'un finisseur ignoré par ses deux partenaires de l'attaque. Mais bon, c'est surtout son état d'esprit, une fois de plus, qui m'a plu. C'est le seul top que je donnerais. J'ai un peu de mal à donner un top aux Marseillais, même si je suis d'accord avec Dryas concernant Luis Gustavo, qui a fait passer Papy Motta pour autre chose hier. Et sur les flops, je donnerais des flops plus en regard de la prestation par rapport au potentiel. Le duo Neymar-Mbappé, qui est quand même celui auquel on a consacré l'essentiel de l'effort du recrutement, et qui est celui sur lequel on fonde le plus d'espoir d'amélioration de l'équipe, et c'est probablement justifié. Là, il tourne de plus en plus à Olivier Tom, c'est-à-dire il s'isole totalement. Le petit devient la copie conforme de Neymar en s'enfermant dans un jeu purement individuel. Et puis Neymar, finalement, il a que ce qu'il mérite sur ce match-là, parce qu'il y a une facette de Neymar, mais qui ne date pas du PSG, qui est la facette du Neymar provocateur, du Neymar qui cherche les coups, il insiste plusieurs fois quand il est au contact dans plusieurs adversaires, il cherche à faire disjoncter l'adversaire. Eh bien, je trouve que les Marseillais, en particulier Sakai, tous ceux qui se sont trouvés sur sa route ont été extrêmement sereins face à lui ont souvent interféré ses actions de façon régulière, et finalement c'est lui qui, frustré probablement par sa prestation, par l'évolution des choses, finit par tomber dans le panneau d'un Ocampos qui nous joue la Castafiore de façon extrêmement réussie. Voilà, il y a une petite morale de cette histoire-là. Mais de voir ces deux joueurs-là tourner aux otaries qui font tourner un ballon sur le nez dans chaque match, ça devient véritablement désagréable et dénote une fois de plus combien ils sont livrés à eux-mêmes par un encadrement technique dont on parlera plus tard, mais qui me semble avoir lâché l'affaire. Merci à toi, Olivier. Bastien, tes deux tops et tes deux flops. Vous avez cité Cavani, donc je vais pas revenir dessus. Donc ce sera des tops. C'est pas vraiment des tops, c'est des tops oui mais en gros. On va citer Areola qui, certains disent fautif sur le premier but, mais la frappe est très vicieuse et très dure à arrêter, avec un rebond juste avant. C'est les ballons les plus difficiles à juger pour un gardien. Et puis voilà, il sort, comme Olivier l'a rappelé tout à l'heure, il sort l'arrêt du 3-1. Et c'est ce qui nous maintient en vie et permet de laver l'affront derrière en égalisant. Et sur le deuxième, il peut rien. Sur le second, il peut rien du tout, non. Et l'autre top, ça va être Rabiot, que j'ai beaucoup critiqué ces derniers temps. Hier, je l'ai trouvé dans l'esprit. C'était le seul du milieu qui, de temps en temps, accompagnait les actions offensives. C'est lui qui fait la passe D pour Neymar, en faisant une bonne projection dans l'espace et une bonne remise. Je l'ai trouvé bon défensivement, où il a fait l'essuie-glace constamment pour colmater les brèches. Après, oui, il perd son duel sur le second but, mais après avoir vu et revu cette action,
C'est pas une question de nonchalance ou quoi que ce soit, il va au duel et puis après ça lui rebondit dessus et puis bon, il finit par perdre ce duel, mais c'est pas non plus une grande erreur. Dans les flops, forcément, Unai Emery, que ce soit d'une question tactique ou de préparation du match, et de non-coaching aussi sur ce match. Il fait que 2 changements, des changements basiques. Mota est un peu blessé, il le sort, c'est Draxler qui rentre. On a l'habitude de ces changements, aucune surprise. Et mon autre flop, ce sera... je sais pas, j'ai même pas d'autres flops, c'est Unai, quoi. C'est tout. Très bien. Les deux starlets de devant. On va les appeler Oui, starlets. comme a dit Olivier. Neymar et Mbappé, ouais, là c'est peut-être un peu de suffisance. Oui, le problème tactique et organisationnel fait qu'ils doivent chercher l'exploit individuel parfois, mais là ils l'ont trop fait. Dernièrement c'était déjà le cas, mais c'était masqué par les résultats parce qu'ils sont décisifs. Mais Mbappé a tout raté hier et ils ont constamment surjoué. Ils ont ignoré quelques appels comme Drias l'a bien rappelé de Meunier notamment en seconde mi-temps, et ils ont vraiment péché par individualisme hier. Très bien, merci Basto. Moi j'ai envie de rajouter 2 oui mais top, comme tu les as appelés Basto. J'ai envie de rajouter Meunier, qui pour moi était solide dans les duels et qui a proposé, même si on n'a pas forcément joué. Il y a plusieurs fois où je l'ai vu faire de bons appels, on n'a pas joué sur lui, soit, mais j'ai bien aimé le match de Meunier et j'ai bien aimé le match de Marco Verratti, qui pour moi tenait un peu la baraque hier. Du coup, j'ai envie de rajouter ces 2 joueurs-là. Mais oui, vas-y. Pardon, mais sur Meunier, faut pas oublier non plus la grosse erreur défensive qu'il fait en fin de match. Et sur Marco Verratti, par contre, là, j'ai plus de mal parce que c'est un petit peu ce que j'ai décrit par Kurzawa, sauf que les 20 premières minutes étaient la confirmation du match d'avant, alors que Kurzawa, c'était... Mais pendant 20 minutes, il a été très bon, et après... pas grand chose, quoi. Et on peut même dire qu'il est en partie fautif sur les 2 buts, puisqu'il ne sort pas sur Luis Gustavo, et le second but, il ne suit pas Thauvin. C'est une prestation très mitigée de sa part, quand même, je trouve. D'accord, bon, c'est peut-être seulement mon avis. Mais j'ai envie qu'on s'arrête et qu'on fasse un petit focus, parce que vous avez tous cité Emery dans vos flops, et je le rajouterai aussi, puisqu'on a tous vu qu'hier, la qualité du jeu était assez pauvre. Du coup, j'ai envie de commencer par toi, Olivier. Est-ce que pour toi, Emery, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est fautif sur le résultat et sur le match, sur la prestation auquel on a assisté hier soir? C'est un peu difficile pour moi de parler d'Emery parce que j'ai douté et je continue à douter de cet entraîneur depuis sa nomination. Pour moi, Emery, c'est pas sa qualité professionnelle qui est en cause, ni son investissement. C'est sûrement un garçon passionné qui adore le foot, qui cherche, qui essaye de trouver des solutions, parce qu'il vit foot en permanence. Ce qui pose problème pour moi avec Emery, c'est sa capacité à se faire comprendre, à se faire respecter, à la fois de sa direction et puis de ses joueurs, à imposer ses idées. Et on a toujours l'impression qu'il s'excuse un petit peu d'exister et qu'il se fait finalement un peu bouffer par un environnement dont on sait qu'il a été extrêmement défaillant l'année dernière. J'espérais beaucoup d'Enrique à ce niveau-là pour retrouver un lien très fort entre la direction technique et l'entraîneur. Et je comprends pas très bien le silence, la position très en réserve d'Enrique au jour d'aujourd'hui, alors qu'il faudrait qu'il vienne épauler l'entraîneur. Mais on a l'impression que il ne croit pas trop à Emery depuis le début et qu'il laisse un peu pourrir la situation. Alors ce qu'on peut rapprocher à Emery, c'est de rester dans une prestation monocorde. Ce sont toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes solutions, toujours les mêmes remplacements au même moment. Alors que hier, ce qui était frappant, c'est de voir ce qu'il y avait comme matériel sur le banc. On avait sur le banc des joueurs qui étaient titulaires indiscutables l'année dernière. On avait des jeunes joueurs qui ont montré quelque chose de plus. Et il a laissé sur le terrain des joueurs qui étaient soit à la corde, comme était Mota, qui a disparu après la première mi-temps, ou des joueurs qui étaient défaillants comme Mbappé. C'est pas une honte de mettre Mbappé sur le banc. On peut très bien rater un match, c'est pas un souci. Mais on a l'impression qu'il est paralysé. Est-ce que c'est le vestiaire qui le bouffe? Est-ce que il est paralysé par l'enjeu? J'arrive pas à le savoir. Je crois que Basto a très bien pointé du doigt
un tournant dans cette saison qui est le match de Lyon. Jusqu'à Lyon, on sentait que ça se mettait en place, qu'il y avait des idées, que se servir de Neymar et Mbappé commençait à poindre. Et puis à Lyon, Lyon a trouvé la solution. Parce que le gros problème du PSG de cette année, c'est les déserts sur les côtés. Alors à la fois par le manque de qualité à gauche de Kurzawa et Berchiche, mais même s'il y a de la qualité à droite, comme Alves et Meunier hier, eh bien, on ne joue jamais avec ces côtés-là. On est dans un entonnoir au milieu, provoqué par Neymar et Mbappé qui systématiquement repiquent au centre. Il y avait des infographies là qui ont montré comment ils se sont marchés sur les pieds à ce niveau-là. Elle n'est pas très difficile à contrer, l'équipe d'Emery. Et l'ami Garcia, il n'a pas eu à se torturer la tête. Il a fait la même stratégie qu'avait fait Lyon, c'est-à-dire il a laissé tomber les côtés, il a concentré ses forces dans l'axe et il a rendu inoffensif les offensives du PSG. Et on a vu Emery assis sur son banc, regarder ça et incapable de trouver des solutions. Donc je crois que malheureusement, tout ce qui avait de bon en lui est en train d'être annihilé par le manque de confiance générale. On ne l'écoute pas et lui, il se tire petit à petit vers le bas en continuant à ne pas varier les choses. Donc je lui accorde des circonstances atténuantes. Je lui en ai toujours accordé l'année dernière parce que vraiment on l'a pas aidé par le recrutement, on l'a pas aidé par plein de choses. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de couler en silence. Et ça, au PSG, ça peut pas durer très longtemps. Basto, merci Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de nous dire Olivier ? En partie, il y a quelques petits points où je suis pas tout à fait d'accord, notamment sur Enrique et la non-confiance qu'il aura au coach. Enrique a toujours été comme ça dans tous les clubs où il est... Enfin, dans tous les clubs, il a été qu'à Porto avant, mais même quand il choisissait ses coachs, on ne l'entend pas. C'était une blague sur son sujet, c'est on ne connaît pas le son de sa voix. Et ça, c'est depuis ses débuts. C'est Enrique ne parle pas. C'est jamais. Il l'a jamais fait et j'ai l'impression qu'il ne le fera jamais. Pour en revenir au match de Lyon, plus que le plan tactique facile à contrecarrer, j'ai l'impression qu'il y a un changement de jeu qui vient de nous-mêmes. Et j'avais minimisé à l'époque les altercations sur les coups de pied arrêtés dans ce match contre Lyon. Et j'ai eu l'impression qu'Unai a décidé de gérer le cas Neymar et le cas des Starlets, comme je le dis, en changeant notre manière de jouer, en les laissant beaucoup plus libres devant, alors qu'ils faisaient le repli avant. Je me souviens de ce match contre le Celtic où Neymar et Mbappé faisaient un repli constant. Ils ne le font plus, du coup il y a le bloc qui n'est plus là. Même notre façon de presser a changé. Avant on avait nos 8 qui sortaient sur les 2 centraux adverses. Maintenant ils pressent beaucoup plus bas et c'est juste les 3 de devant qui font le premier pressing. Donc est-ce que c'est une gestion et des consignes d'Unai provisoires en se disant on va les gérer comme ça pour le moment et en deuxième partie de saison là où on sera jugé, là où il sera jugé, rechanger avec ce qu'on voyait avant? Ça, je sais pas, on verra en février-mars. Après, il faut savoir que dans toutes les équipes et toutes les saisons que Unai a fait, ces équipes sont bien plus préparées en deuxième partie de saison. Donc, est-ce que c'est comme les autres années? Est-ce qu'ils cherchent à travailler des détails et ce qui fait qu'on a l'impression de voir un fourre-tout pas très cohérent et qui, une fois ces détails travaillés, est-ce que derrière, en deuxième partie de saison, on aura aussi encore une bien meilleure structure collective? On verra. Draias. Merci Basto. Draias, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que viennent de te dire tes deux collègues préférés? Oui, alors à la fois oui, le constat qu'en ce moment ça va pas, ça d'accord. Et pareil pour essayer de voir le verre à moitié plein, hein, comme disait Basto, Emery a toujours été un homme de deuxième mi-temps. On a pu le constater l'année dernière avec des matchs très très poussifs en première partie de saison et des matchs bien plus complets et bien plus solides où on a vu le haut du PSG dont on parlait lors d'un précédent podcast avec certains matchs qui sont produits lors de la deuxième partie de saison. Et j'aimerais aussi parler alors je me souviens plus exactement des propos, mais d'une interview d'Emery où il parle de Neymar et il dit Neymar pour l'instant il doit encore s'intégrer, c'est pas encore gagné, etc. Et il dit il faut que le joueur comprenne et peut-être
peut-être, voilà, je vais pas. Si ça en reste en l'état, si en février on a les mêmes productions, bon bah là il y a plus rien à dire, hein. Il y a plus que il est temps de tirer le rideau et de passer à autre chose, quoi. Mais peut-être que Emery est un mec qui travaille justement sur les détails, et notamment les détails de l'invisible, sur comment bien intégrer un joueur, et que ce travail paye sur la durée, et qu'on va voir tout à coup fleurir quelque chose de bien plus cohérent au mois de février. Après, j'ai une inquiétude, qui est que même s'il devait y arriver, on a quand même un milieu qui est très défaillant en termes de nombre, en termes de possibilités de remplacement, qui est très problématique. On peut partir sur des solutions comme par exemple Draxler, relayeur gauche, ou Giovanni Lo Celso, relayeur droit. Alors pour Giovanni Lo Celso, la remarque vaut pas, mais par exemple pour Draxler, si tu fais ça en Ligue des Champions, il y a un énorme problème, c'est que dès qu'il s'agit d'aller un petit peu au contact, Draxler c'est une crevette, quoi. Il sait pas faire, c'est pas son truc. Et il y a vraiment un problème. Est-ce que en supposant le meilleur, c'est-à-dire en supposant qu'Emery soit comme ça un entraîneur au long cours, et où tout à coup en deuxième partie de saison ça explose, ce qui semble être confirmé par son passé, est-ce que notre effectif lui permettra d'y arriver? J'en suis pas sûr. Merci à toi. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Vas-y, Olivier. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que signale très justement Draias. C'est-à-dire que ce milieu, il est à la fois fragile, parce qu'on a vu un petit peu les difficultés, et l'âge maintenant de Mota, et le système de jeu actuel le met dans les pires conditions. Le fait de la distance entre les lignes, le fait qu'il n'y a pas de replacement défensif de Mbappé et de Neymar, oblige les milieux à couvrir énormément du terrain laissé pour pouvoir combler ça. Et le fait que Marquinhos et Thiago Silva, dont on sait que c'est un petit peu un des défauts, jouent trop bas, n'apporte pas l'appui suffisant à Thiago Motta pour lui permettre d'être soulagé défensivement et de pouvoir rayonner quand il est capable de le faire, à partir du moment où on lui laisse un petit peu de temps. Donc je crois qu'il y a des défauts dans cette équipe qui sont constitutionnels, liés à ce qui est sorti du mercato, mais il faut absolument faire diminuer un peu ces défauts en resserrant le bloc, de façon à ce que ces joueurs aient moins de terrain à couvrir et qu'il y ait une solidarité à la perte du ballon qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Mais du coup, il y a une question que j'ai envie de vous poser, parce que j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. On va commencer par toi, Bastien. Est-ce que pour toi... J'aimerais juste, Jimmy... Non, attends, Sébastien, on va juste... Draias, excuse-moi, j'adore ton prénom, donc j'adore le dire, ça va m'arriver. J'ai juste envie de faire un petit tour de table, et Draias, tu vas pouvoir t'expliquer, parce que je pense que ça va te concerner sur ce que tu veux dire. Est-ce que pour toi, Bastien, est-ce que le match d'hier est un match nul qui peut changer des choses au Paris Saint-Germain? Changer des choses dans cette nouvelle tactique d'Unai de laisser les deux devant libres. Est-ce qu'il va revenir en arrière? Est-ce qu'il va les reforcer à faire plus de replis? Ça, je sais pas. Mais plus que ça, j'ai envie de parler de la direction. J'ai l'impression que c'est un espèce de jour sans fin, ce qu'est le PSG. Molina a fait une vidéo hier où il a rappelé plusieurs anecdotes qui étaient déjà sorties, notamment par Paris United. C'est que dans l'état-major du club, il y en a qui poussent pour individualiser Neymar en lui disant « t'es le plus fort, c'est toi qui dois marquer, c'est toi qui tiens l'équipe ». Et on le pousse vraiment à s'individualiser, et on met un joueur au-dessus de l'institution. On l'avait déjà fait avec Ibra, on continue à le faire avec Neymar maintenant. Et tant qu'on continuera à faire ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ensuite, il y avait d'autres petites anecdotes. La chicha au PSG dans les clubs de foot, on connaît le problème, mais là j'ai appris que les joueurs amenaient leur chicha en déplacement, donc a priori ça veut dire qu'ils fument la veille du match, voire le jour du match, pendant qu'on y est, ça je ne sais pas. Que le docteur Roland avait refusé l'arrivée d'un pneumologue. Après tout, pourquoi pas, la chicha pour le poumon c'est sûrement très bon, il doit savoir mieux que nous. Puis peut-être que ça l'empêcherait, lui, le docteur Roland, de fumer avec nos joueurs. Donc il est peut-être contre pour ça aussi. Et il y avait une troisième anecdote de Molina qui était, je sais plus sur quoi c'était, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Ben, donc tant que la direction ne change pas son comportement, voilà, j'ai retrouvé. Donc on parlait de suffisance sur le terrain, la suffisance vient aussi d'en haut. L'année dernière,
par exemple, après le 4-0 contre Barcelone, certains de l'état-major très haut placé, très proche de Nasser, étaient déjà en train de chercher à caser des places pour la finale à Cardiff pour leur famille. Donc, une suffisance forcément si elle est en haut chez nos dirigeants qui se répercute sur nos joueurs. Merci beaucoup Basto pour ces informations, surtout sur la dernière qui est vraiment sympa. Du coup, Draias, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Bastien? Moi, les rumeurs, les machins, les trucs, l'encadrement, c'est un peu trop loin de moi. C'est un peu trop loin de moi à mes yeux pour être commenté. Et je me méfie de ces informations, même si les rumeurs sont un peu persistantes. Le point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est que oui, effectivement, Neymar et Mbappé ne font qu'un effort défensif, mais ce qui est plus surprenant, c'est que Cavani en fait de moins en moins aussi. Voilà, je voulais juste préciser ça. Après, sur la question, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour l'instant, non. On est à un niveau comptable qui est quasi parfait. On a un nombre de points en championnat qui est extrêmement important. On a un nombre de points en Ligue des Champions, on a un record quasi parfait. Et dans les médias, ça va rien changer. Et s'il y a des choses qui devaient changer, ça sera pas maintenant et ça sera pas à l'aune de ce match qui somme toute, même si c'est un classico et que nos joueurs, malheureusement pour nous, ne l'ont pas pris comme un classico, ne reste qu'un match de championnat dans lequel on a eu une issue qui est plutôt heureuse. Merci Draias. Du coup, Olivier, j'ai envie de te poser la même question. Sachant que c'est vrai, comme le dit Draias, le bilan de Emery, malgré ce nul d'hier, est quasiment parfait, avec aucune défaite depuis le début de saison. Est-ce que pour toi, le match d'hier peut changer quelque chose sur les problèmes que tu as évoqués auparavant, Olivier? Pour moi, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit. Parce qu'effectivement, les résultats ont été un peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut se souvenir que parmi ces victoires, certaines ont été longues à se dessiner, certaines se sont résolues dans les dernières minutes. Et la manière, et on sait très bien l'épiderme souvent très chatouilleux du supporter parisien, qui a critiqué la critique sur la manière qui a accompagné beaucoup de ces choses-là. Pour un entraîneur, c'est pain béni un match comme hier. Peut-être qu'il n'arrivait pas à leur faire comprendre, lui qui est le roi de la vidéo, s'il n'est pas capable de leur démontrer, vidéo à l'appui, la nullité de leurs prestations, la réalité des défauts, qui sont des défauts qui ne datent pas d'hier, qui sont des défauts qu'on a vus depuis le début de la saison, ça serait très inquiétant. Ça voudrait dire que vraiment, ils n'en ont rien à fiche de ce qu'il leur dit. Ou alors, c'est qu'il a pu le moyen d'être accessible à eux. Et je reviens sur ce que disait Basto et l'environnement. Ça, c'est un des problèmes du PSG éternel. Hein. Le Parisien est arrogant, le Parisien est oublié, s'enflamme très vite et pense qu'il est le meilleur du monde. On pensait que ces années-là, elles s'étaient arrêtées avec l'arrivée d'Enrique et la prise de recul de Nasser. Si ça ne doit pas changer alors qu'on a vraiment changé la gouvernance, là aussi, ça doit être inquiétant. Olivier, là, on t'entend pas, il faudrait que tu... Non. Olivier, on Si, n'a moi, pas je entendu. l'entends bien. Tu m'entends là? Là, oui, vas-y. si tu peux juste répéter ta dernière phrase, s'il te plaît. Je pense que le match d'hier, succédant à des prestations discutables précédentes, doit être l'occasion pour tout le monde de se remettre en question et de replacer les choses dans le bon sens. Si ça ne se produit pas, là, il faudra vraiment s'inquiéter. Merci à toi Olivier et merci à vous trois pour votre analyse sur ce match qui, je le rappelle, était un match nul entre l'OM et le Paris Saint-Germain, 2-2 de chaque côté. On clôture et on passe sans plus attendre au match de Champions League de cette semaine. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 contre Anderlecht en Belgique. Bastien, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce match? Déjà la victoire et le fait qu'on ait la meilleure attaque, la meilleure défense, 9 points sur 9. On est bien parti pour finir premier de poule, donc d'un bilan comptable c'est parfait.
J'ai aimé la réaction de Verratti sur ce match où il a fait vraiment un match de patron. Et j'ai aimé j'ai aimé après, ça on en parlera peut-être dans les top flops, plus les joueurs. Collectivement, ce sera dans le j'ai pas aimé. Non, voilà, le bilan comptable. D'accord. Draias, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Alors, j'ai des petits problèmes de mémoire, et bien que j'ai revu le match il y a 3 jours, je ne m'en souviens pas, donc je vais juste parler du score. J'ai aimé le score. Merci à toi. Olivier, est-ce que ta mémoire flanche toi aussi? Sûrement un peu, mais un peu moins que celle de Draias. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que j'avais aimé lors du match du Bayern. Je pense qu'on peut faire vraiment un parallèle sur le scénario de ces 2 matchs, même si la qualité de l'adversaire était différente. C'est 2 matchs où nous avons ouvert le score très très rapidement. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, on est sorti du plan de jeu habituel du PSG. Le PSG, depuis un certain nombre d'années, veut la possession, plus ou moins directe depuis l'arrivée d'Emery, mais ça reste quand même son fond de commerce, son fond de jeu. Et là, les joueurs nous ont montré une autre facette tactique, qui est la capacité à subir intelligemment, pour pouvoir se projeter rapidement, l'adversaire étant obligé de sortir un petit peu plus, de se découvrir puisqu'il est mené, et donc de profiter à fond d'une des qualités majeures de notre trio d'attaquants, qui est la technique en mouvement. C'est des joueurs qui ont une qualité de prise de balle, de conduite de balle en accélération qui est absolument exceptionnelle et qui sont très très performants à la conclusion d'actions rapides. Le champion de toute catégorie de la frappe en une touche restant Edinson Cavani. Donc pendant très longtemps on a déploré que le PSG était monotactique et que s'il le maîtrisait bien la plupart du temps, on voyait que ça calait à certains moments, et notamment dans le Money Time du printemps. Donc d'avoir cette nouvelle facette tactique à sa disposition et voir qu'elle fonctionne bien et que les joueurs lui font confiance est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ces 2 matchs. Merci Olivier. On va passer donc à ce que vous n'avez pas aimé dans ce match. Bastien, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Olivier, malgré les ressemblances qu'il a données entre Munich et Anderlecht, je trouve que le match d'Anderlecht ressemble beaucoup plus à celui de Marseille. Je m'explique, Munich, oui, on a subi, mais on avait subi, je trouve, d'une manière intelligente, tactiquement et collective. Les transitions défensives, surtout en seconde, étaient totalement maîtrisées avec les ajustements faits à la pause, et les transitions offensives étaient de très bonne qualité, vu que le danger était immédiat dès qu'on explosait en contre. Alors qu'Anderlecht, ces phases-là n'étaient pas maîtrisées. Défensivement, on a subi énormément d'occasions suite à des problèmes de positionnement, que ce soit de la défense centrale, Rabiot qui était constamment perdu, qui ne savait pas du tout se placer à cause de cette équipe coupée en deux comme contre Marseille, et les transitions offensives, même problème qu'hier aussi, avec des attaquants qui se retrouvaient seuls en sous-nombre situationnel à chaque fois qu'on était dans le camp adverse, et ils devaient chercher l'exploit individuel. C'est passé avec les qualités qu'on a, mais collectivement j'ai pas apprécié le match contre Anderlecht, alors que j'avais beaucoup aimé celui contre Munich. Merci Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Basto? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé toi dans ce match? Moi je suis toujours d'accord avec ce que dit Basto, on le dit différemment mais je suis toujours d'accord. Non, ce que j'ai pas aimé Olivier, on t'entend pas encore. Moi je t'entends très bien. Ouais, mais Timmy, on enregistre ici, donc Vas-y, ok. Et là, Olivier, on t'a pas du tout entendu. Donc ce que je n'ai pas aimé dans ce match, c'est le revers de la médaille de ce que j'ai aimé, c'est-à-dire cette capacité à effectivement mettre en place un nouveau schéma tactique, mais finalement une certaine improvisation et non-aboutissement dans la gestion de ce schéma tactique. Contre le Bayern, en particulier en première mi-temps, on a subi de façon considérable, je sais plus les calculs qu'il y avait 16 ou 17 corners pour le Bayern, un nombre de frappes important, un nombre de centres très important. On s'en sort heureusement. Et contre Anderlecht, de la même façon, on subit beaucoup d'occasions face à une équipe qui est beaucoup plus faible. Alors, je suis d'accord pour qu'il y ait un autre schéma technique, pour un élargissement de la palette de nos possibilités tactiques, mais j'ai pas l'impression que ce sont des schémas qui sont maîtrisés, qui sont travaillés suffisamment
Et il va falloir que ce le soit, parce que si on veut jouer comme ça, il faut que ça soit beaucoup mieux abouti que ça ne l'est actuellement, même si ça concrétise bien. Mais on subit quand même beaucoup. Je crois qu'il y a une étude qui est parue dans Culture, très intéressante, sur le nombre d'arrêts qu'avait réalisé Areola malgré le clean sheet des 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Il a réalisé 16 arrêts. Il est dans le peloton de queue de toutes les équipes de Ligue des Champions, alors que le top 5, le top 6, il a subi beaucoup moins d'occasions, les gardiens sont beaucoup moins sollicités. Ça va pas pouvoir durer. Il va falloir être beaucoup plus performant pour maîtriser cette tactique de subir intelligemment, sinon ça finira par coincer. Merci Olivier. Draias, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de te dire ton collègue d'amour? Alors, avec le fait que ce soit un collègue d'amour, sans aucun doute. Mais pour le reste, je fais plus appel à ma mémoire sensible parce que je me souviens absolument pas du match. Ce que dit Olivier est parfaitement juste. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure en parlant de l'OM. C'est des circuits de jeu qui ne peuvent pas fonctionner parce que l'organisation ne permet pas de les appliquer. C'est la problématique d'un milieu qui est défaillant parce qu'il est trop éloigné des 3 flèches de devant, et la problématique d'une attaque qui est défaillante parce qu'elle est trop isolée du reste de l'équipe. Enfin, de ce que je me souviens, c'est un match avec un score un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire un score fleuve, mais un contenu médiocre. Merci Draias. On va passer à la rubrique top et flop. 2 top, 2 flop. Olivier, quels sont tes 2 top et 2 flops du match contre Anderlecht? Le top, pour moi, c'est le trio d'attaque. Je vais pas les séparer. Ils m'ont encore ébloui dans cette facette de leur activité. Oui, la renaissance un peu de Marco Verratti, dont on avait pu douter un moment, et qui là a fait une prestation enfin aboutie. Et tes flops? Et mes flops, la gestion d'Emery, une fois de plus, qui ne me semble pas avoir donné les clés à ses joueurs pour maîtriser ce type de match où on subit et où on contre. Ça reste encore trop imparfait à ce niveau-là. Et sinon, oui, le côté gauche, les côtés en général, le côté gauche, à la fois par manque de talent pour Kurzawa et puis par manque d'utilisation pour Alves ou Meunier. Basto, merci Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec ton collègue préféré? Oui, en grande partie, surtout sur les flops. Moi en top, Verratti, oui, qui a fait. On a retrouvé le Marco qu'on aime, qui a su accompagner, se projeter et être parfait à la récupération. J'ai bien aimé aussi le match d'Areola qui a fait 1 ou 2 arrêts importants. Et Neymar, alors ça c'est paradoxal, j'ai vu 2 fois le match. La première vue, il m'a énervé, Neymar. Je disais, quel individualisme, il pêche par individualisme. Enfin, il m'avait vraiment énervé. Et en revoyant le match, en fait, je trouve que Neymar a fait un match plutôt excellent, et qu'à chaque fois qu'il y allait tout seul, c'est parce qu'il n'y avait aucune solution. Et donc il prenait les responsabilités et il cassait les lignes. Alors des fois, il oubliait de la décaler, mais pas si souvent que ça. Il a joué plutôt très juste finalement dans ce match. Et dans les flops, je vais mettre Rabiot, qui a eu des énormes errances de placement, que ce soit de placement pour se projeter quand on avait le ballon, ou des erreurs de placement quand on ne l'avait pas. Il était complètement perdu par rapport à son positionnement par rapport à ses coéquipiers. Et l'autre flop, c'est, comme l'a dit Olivier, les latéraux, avec Kurzawa qui a fait un match encore plus pauvre techniquement que ce qu'il nous fait depuis le début de saison, en ratant des passes à 3 mètres. Et Alves, qui était sûrement cramé, et qui a fait un match indigne de son niveau, et qui a à peu près tout raté sur ce match-là. Défensivement, il nous coûte 2 ou 3 occasions sur des approximations techniques, ou sur des situations où il est dépassé physiquement. Merci Basto. Draias, est-ce que tu es en mesure de nous donner 2 tops ou 2 flops? Moi, il y a un top qui est évident, c'est ma mémoire. Elle déchire tout, quoi. Je veux dire, le match, je l'ai vu donc quand il a été diffusé en direct dans ma barre, et je l'ai revu consciencieusement il y a 2 jours, mais la prochaine fois qu'on fera un podcast, je le reverrai le jour même, je pense. Sinon, oui, juste... un constat, au-delà d'être capable de produire des tops et des flops, c'est que notre efficacité, qui était redoutable en début de saison,
commence à connaître des petits ratés de temps en temps, où tout à coup notre efficacité devient un petit peu moins belle. Alors c'était sans doute pas le cas sur ce match-là. Et si je me souviens effectivement que d'avoir aussi pesté, comme Basto vient de le dire, d'avoir pesté contre Neymar de pester contre Neymar la première fois que j'ai vu le match, de manière très injuste, parce qu'il a une prestation quasi parfaite en revoyant le match. D'accord. Je vous remercie tous les trois. Moi, je vais juste m'attarder sur un top c'est Areola, parce qu'il fait un début de saison excellent. Et c'est rare que je vois un joueur chèvre devenir un top joueur comme ça tout d'un coup. Donc c'est assez surprenant, mais il nous a tous donné tort. Donc tant mieux pour lui, qu'il continue. Et le flop, oui, c'est Dani Alves, qui, je le rappelle, n'avait joué que 33 matchs l'année dernière à la Juve. Du coup, il faut faire attention à ne pas trop le faire jouer. Je n'ai aucun souci sur son niveau, mais il est quand même assez âgé aujourd'hui et il faut l'utiliser à bon escient. Ce qui est plutôt fait, je crois qu'il a joué que la moitié des matchs de Ligue 1 en tant que titulaire. Mais récemment, il a quand même enchaîné entre les matchs de la sélection, revenir de sélection et enchaîner 2 matchs, c'était peut-être pas. Après, on sait qu'Unai voulait mettre Meunier à Anderlecht, mais il avait trop mal à la cheville, il aurait voulu souffler Alves plutôt à Anderlecht que hier. Merci pour les précisions, mes amours. Maintenant, il y a un petit focus que j'ai envie de faire pour clôturer ce match. Le PSG en Ligue des Champions. Cette année, c'est 12 buts marqués, 0 encaissés. Olivier, est-ce que tu penses, toi, que ce PSG est nettement plus appliqué en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 ? Je pense qu'il est plus motivé, ça sûrement. Bon, c'est toujours difficile la phase de poule parce que ça dépend un petit peu des adversaires. Le gros morceau qui est la clé pour la première place, on l'a très très bien géré lors du match aller. Bon, c'est un match un peu particulier aussi pour eux parce que on sentait que c'était la fin de l'aventure Carlo. Voilà. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les 3 matchs qui vont venir ? Je pense que le Celtic et Anderlecht n'ont pas tellement d'arguments à pouvoir opposer au PSG. Je me prononcerai sur ton hypothèse au vu du match à Munich, qui va être sûrement un match très intéressant sur les capacités de l'équipe en Coupe d'Europe, avec un nouvel entraîneur, un nouvel élan, un entraîneur à l'allemande, enfin tout ce qu'ils aiment. Oui, ça va être un match test important. Je suis d'accord avec toi. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec Olivier ? Oui, et surtout sur le mot choisi, plus que appliqué, parce que le mot, on a beaucoup de mal à utiliser le mot appliqué pour cette équipe. On n'a pas l'impression qu'ils sont appliqués justement, mais je pense qu'effectivement ils sont plus motivés et qu'on risque pas d'avoir sur un match de Ligue des Champions la déclaration qu'a fait Mbappé hier en fin de soirée à propos du match contre l'OM, à savoir oh merde, eux ils sont rentrés pour un classico et nous nous on y allait la fleur entre les dents quoi. Et ils auront pas ce genre de déclaration, donc oui ils sont plus motivés. Et je pense comme Olivier que le match contre le Bayern va servir de révélateur, mais il pourrait aussi servir de d'une manière générale, il y a quelque chose que je trouve important, c'est qu'il ne faut jamais tirer de conclusion sur les matchs de poule. D'une manière générale, on a très souvent vu que le vainqueur final de la Ligue des Champions n'avait pas forcément été le meilleur en phase de poule. Donc à la fois le Bayern sera un test important, mais ce sera pas nécessaire, ça permettra pas de conclusion définitive loin de là, quelle que soit l'issue du match. Merci à toi, Drayas. Basto, est-ce que tu es d'accord avec tes 2 collègues d'amour ? Moi, je vais parler d'application, pas de motivation. Pour respecter ton sujet, moi je respecte les sujets, messieurs. Le premier match contre le Celtic, on avait eu une application de tous les instants. C'est peut-être notre meilleur match de début de saison, avec des joueurs qui sortaient de leur zone de fonction, mais c'était toujours couvert par les coéquipiers. Des permutations très intéressantes, les ailiers qui faisaient les replis. Ça avait été un match très très maîtrisé. Le second contre Munich, un match totalement différent, mais il y avait une application stratégique. En seconde mi-temps, on avait délaissé les ailes pour les emmener dans l'axe, mais on était très appliqués, on gagnait tous nos duels, et puis toutes les actions offensives amenaient une occasion franche. Et Anderlecht, c'est un match là aussi paradoxal, c'est que l'application collective n'y est pas, mais à l'arrivée, un score logique, ça peut être 7-2 avec le nombre d'occasions qu'on a. On met 4 buts et on a un nombre d'occasions incroyable.
Mais dans l'application, on a vu des défenseurs centraux qui n'étaient pas très appliqués. On a parlé des latéraux tout à l'heure. On a parlé de Rabiot. On pouvait aussi parler de Mota. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit collectif, mais il y a aussi beaucoup de joueurs individuels qui n'étaient pas forcément très appliqués ce soir-là. Et quand Andreas parle des déclats que les joueurs ne feraient pas dans un tel match, il y a quand même Mbappé qui a dit dans ce match-là, on a été trop dans la gestion. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil, vraiment pas pareil, quoi. Mais il a dit oui, c'est pas normal, on a peut-être été un peu trop dans la gestion, donc il y a quand même un petit souci. Mais Coco, non, il y a une différence nette, mais il y a quand même eu cette déclaration. Mais Coco, je vous remercie pour cette analyse du match Anderlecht contre le Paris Saint-Germain. Ça m'a fait très plaisir de vous entendre. On va passer tout de suite à la rubrique prono. Comme vous le savez, la semaine prochaine, Nice se déplace au Parc des Princes. Alors j'ai envie de vous entendre chacun faire un prono. Vous mouillez, hein, Olivier, toi qui adore ça, avec une petite argumentation. Je rappelle que si on n'a pas fait un très très bon match hier, je rappelle que Nice s'est incliné à la maison 1-2 contre Strasbourg, qui est le premier de cette année, du coup qui n'est pas dans une grande forme. Olivier, on va commencer par toi parce que je sais que tu adores les pronos, que tu adores le jeu globalement. Qu'est-ce que tu vois toi pour PSG Nice? Moi, je vois ils nous doivent une revanche et je pense qu'ils vont nous la donner parce qu'ils vont en prendre plein la gueule toute la semaine. Et donc, je verrai un 3-0. Merci à toi. Bastien, qu'est-ce que tu vois toi? Moi, je pense que Nice a un peu les mêmes soucis que nous dans leur phase de transition. C'est très compliqué en ce moment. Ils ont aussi une équipe qui est assez coupée en deux. Et ils sont en danger constant à la perte de balles. Et en plus, ils ont pas Seri qui est blessé pour 3 semaines, qui est un peu le garant de l'équilibre de leur jeu. Donc je pense qu'on devrait avoir pas mal d'espace et pas mal d'occasions. Et je vais dire un 4-1 pour Paris, moi. Merci. Drayas, toi qui aimes le poker et les femmes, tu vois quoi comme score? Alors, je vois pas ce que mon amour des femmes vient faire ici, mais au-delà de ça, je vois un 3-1. Je vois un 3-1, pourquoi? Parce que deux équipes qui sont très très mal organisées, qui s'affrontent, la différence se fera au talent et on en a un peu plus qu'eux. Au talent individuel, hein, j'entends. On en a un petit peu plus qu'eux. Oh, je suis bien. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Moi je vais dire 3-0, comme ça. Et du coup on ferme la rubrique prono et on va terminer ce beau podcast par la rubrique européenne que vous adorez. Vous connaissez le principe, petit tour de table. Je vais vous donner une info européenne et ou française d'ailleurs, et vous me dites en un mot ou au maximum une phrase, sinon je mords, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Oui. On va commencer par toi, Olivier, avec une info. Kylian Mbappé sacré Golden Boy 2017, qui est le meilleur joueur en dessous de 21 ans de l'année. Je m'en fous. Super. Basto? Quand on voit que le dernier vainqueur était Renato Sanchez, qui est maintenant à peine titulaire à Swansea, je m'en fous aussi un peu des récompenses individuelles dans le foot globalement et de celle-là en particulier. Drayas? Mérité. Ouais, d'ailleurs, mérité, il a battu le record historique de points en prenant 288 points sur 300 possibles. Merci pour cette info, Basto. Arsenal qui s'impose 5-2 chez Everton et leur entraîneur limogé, Olivier. Éternel Arsenal, toujours donné, battu et qui s'en sort. Basto. Mais j'avais vu le match d'Everton contre Lyon, c'était une catastrophe absolue. Cette équipe qui, au lieu de jouer dans le milieu lyonnais, qui avait mis 5 attaquants, faisait que sauter les lignes sans rien construire. Coman était déjà en grand danger avant le match d'Arsenal. Je crois que même que s'il gagnait, ça changeait pas grand-chose. Donc non, il fallait changer de leur côté. Drayas? Éternel Arsenal qui depuis 2006 n'est que l'ombre de l'ancien éternel Arsenal qui de temps en temps fait des bons matchs. Merci à vous. Tottenham qui bat Liverpool 4-1. Olivier? Liverpool décevant, Tottenham intéressant. Beau. Basto? La perdition de Klopp à Liverpool, c'est ça que je retiens surtout. Il y arrive vraiment pas. Drayas? Je suis triste pour Klopp. Très bien. Valence qui s'impose 4-0 contre Séville, qui n'est quand même pas une mauvaise équipe, avec 2 buts de mon chouchou Gonzalo Guedes. Olivier? Ça fait plaisir de voir un joueur sur le banc avec Emery qui réussit ailleurs. Oh la petite pique. Oh le vilain. Basto?
on peut recruter Simone Zaza au PSG, c'est comme ça. Puis voilà, on le mettra titulaire à la place d'Mbappé. Un très bon coach, Marcelino, qui entraînait Villarreal il y a 2 ans. Il les avait amenés en Ligue des Champions. C'est un coach qui, lui, maîtrise parfaitement justement l'art des transitions offensives et défensives. Il joue en contre, mais c'est fait à la perfection et avec des joueurs qui sont toujours mis dans les meilleures dispositions. Donc Guedes se régale car le coach lui permet la liberté qu'il doit avoir. Drayas. J'ai très très envie de répondre à Olivier. Vas-y. Non. Je t'interdis. Ah si. Je l'ai fait aussi, fais-le. Si. Écoute, on a été trop sage. Voilà. Il faut qu'il la lâche. Alors, Guedes, Emery a conseillé à Guedes d'aller à Valence. Il a été prêté sans option d'achat. Ça nous montre que Emery est impliqué par rapport à ce joueur. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir par rapport à ce joueur, il est formidable. C'est Lucas avec un cerveau qui a une belle vision du jeu. Il avait dit son date. Enfin, on peut trouver plein de compliments à dire. Maintenant, ne pas oublier qu'à l'heure actuelle, il est en train d'évoluer dans un championnat où il y a des espaces à n'en plus finir derrière, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc, ne pas trop s'emballer. Mais maintenant, pour répondre en quelques mots, qu'est-ce qui fait plaisir ce Gonzalo ? Merci à toi. United qui s'impose contre Huddersfield, 2-1. Qui s'incline. Olivier. Qui s'incline, pardon. Olivier. Mourinho, à la fois capable de gagner, mais avec un jeu tellement restrictif que ça ira jamais au bout. J'ai l'impression que l'élan Mourinho est un peu cassé quand même. Basto. Pareil, Mourinho devient une caricature ou une pâle copie de ce qu'il a été. Drayas. Ça fait bien longtemps que je ne m'intéresse plus à Mourinho. Et on termine par un petit choc du week-end, Naples contre l'Inter. Ça s'était terminé avec aucun but, 0-0. Olivier. Quel dommage, parce que le jeu de l'Inter mené par Sarri est un des plus beaux jeux d'Europe avec celui de Naples. De Naples est un des plus beaux jeux d'Europe avec celui de Manchester City, et je me suis d'ailleurs régalé à la première mi-temps entre ces deux équipes. Merci à toi. Basto. Malheureusement, je voulais voir le match, j'ai pas pu le voir, mais donc j'ai rien à redire sur ce match. Les deux équipes restent invaincues et vont jouer le titre peut-être à la Juve, c'est ça qui est intéressant. Peut-être la Juve moins dominatrice que les dernières années. Drayas. J'ai vu le match et sur la première mi-temps, je me suis fait la réflexion que Naples avait élevé le pressing au rang d'art. Et c'était le pressing de Naples est juste c'est un spectacle dans le spectacle. Et après l'Inter, le problème de la deuxième mi-temps sur ce match, c'est que la tactique a pris le pas sur le jeu et l'Inter toujours potentiellement dangereuse avec un poison devant, mais qui là était vraiment venu pour défendre et vraiment venu pour fermer le jeu. Vous noterez que Darius a eu la mémoire de ce match, bravo. Ouais, c'est bien. Merci à vous les gars. Merci à vous d'avoir été avec moi pour ce podcast et pour ces analyses. Je vous remercie. Je remercie à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Je remercie Atem Ben Arfa qui nous écoute scrupuleusement depuis le banc du Paris Saint-Germain. Et je vous dis à la semaine prochaine. Olivier, merci. Merci à toi. Encore une très belle animation de l'équipe. Basto, merci à toi. Merci à vous. Drayas, tu m'as fait plaisir. Merci à toi. Merci à tout le monde et merci à ma mémoire surtout. Et je vous retrouve avec mes compères bien aimés la semaine prochaine pour le débrief du match contre Nice. D'ici là, bonne semaine à vous et travaillez bien. Au revoir.